Bienvenue dans l'épisode 15 de Révolution bilingue pour parler justement de Révolution bilingue avec une de ses plus ferventes partisanes, Gabrielle Durana, qui, de Buenos Aires à Évry, puis San Francisco, a suivi une trajectoire en quête de justice au service de la communauté. Aujourd'hui, elle se bat en faveur du plurilinguisme pour tous en Californie et plus particulièrement dans la région de la baie. Ce podcast est proposé par French Morning avec le soutien de la Fondation Calec. Allez, ICO, nous partons pour San Francisco. Merci Gabrielle. Merci beaucoup d'accepter cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es et d'où tu viens? Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Donc je m'appelle Gabrielle Durana et je suis née à Buenos Aires, en Argentine, en 1972, quelques années avant le coup militaire qui forcera ma famille à quitter l'Argentine du jour au lendemain et à nous exiler en France. Donc je suis née dans une famille bilingue déjà à l'origine puisque ma mère est italienne et mon père est argentin. Bilingue et donc ensuite trilingue avec le français. Exactement. Et aujourd'hui à San Francisco, donc quadrilingue. Alors, en fait, j'ai appris le français à partir de l'âge de 6 ans, quand on est arrivé en France. On a fait un petit passage par l'Espagne et par le reste de l'Europe avant de se fixer en France. Et après, quand j'ai dû apprendre des langues étrangères à l'école en France, j'ai appris l'allemand et l'anglais. Et donc, je parle 5 langues. 5 langues aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu t'y retrouves dans les 5 langues? J'adore les langues, en fait. J'en ai étudié quelques autres, notamment l'arabe, à Normal Sup, avec le cours inoubliable de Huda Ayoub, qui est probablement la meilleure professeure de langue que j'ai jamais eue de ma vie. Mais j'ai aussi fait du suédois, j'apprends le bengali, donc j'adore les langues. Tu adores les langues. Et donc, aujourd'hui, que fais-tu? Alors depuis une dizaine d'années, j'ai créé une association et je m'en occupe jour et nuit. L'association s'appelle Éducation Française Bay Area, EFBA, et nous sommes en fait une école à temps partiel adossée aux écoles publiques de la baie de San Francisco pour que les enfants français, francophones, francophiles qui n'ont pas accès à une école française à temps plein internationale, soit publique, soit privée, ils reçoivent quand même une éducation française certes à temps partiel, mais qui leur permet d'arriver au bilinguisme. Donc ça veut dire qu'ils prennent des classes de français l'après-midi, c'est ça? Exactement, et comme avec des cours de français en fin d'après-midi 2 fois par semaine, ça ne suffirait pas pour arriver au bilinguisme. Nous avons ajouté des programmes culturels le week-end et des centres aérés en français pendant l'été. Donc c'est ce que veulent les familles? Ce sont des familles quoi, francophones qui souhaitent le bilinguisme? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, nous avons vraiment 3 types de familles. Nous avons des familles françaises qui arrivent dans la baie en contrat local et qui n'ont clairement pas les moyens de mettre leurs enfants dans les lycées français. Ça, c'est un type de famille. Nous avons des familles où, en fait, il y a eu un mariage mixte et finalement, l'intégration, elle se fait par le choix du conjoint et donc l'école américaine semble un choix logique compte tenu de la composition de la famille et en fait la langue du conjoint exogame on ne veut pas la perdre dans la famille et donc notre programme vient en appui de la pratique de la langue dans la famille. Et on a un 3e type de famille qui en fait sont des familles qui parlent une autre langue que le français, une autre langue que l'anglais dans la famille et qui sont francophiles et donc pour lesquels les enfants viennent apprendre le français en 3e ou en 4e langue. Et on a une toute petite minorité qui sont des monolingues anglophones qui aimeraient bien que leurs enfants en fait ne soient pas monolingues comme eux mais qui deviennent bilingues. Ah, donc on sent qu'ils veulent fuir le monolinguisme alors. Exactement. Ça, hein? Ok. Bon, c'est très intéressant tout ça. Donc finalement, c'est à la fois un désir de francophonie, mais aussi de francophilie. Donc il y a beaucoup de familles américaines qui viennent vers tes classes et qui souhaitent découvrir la langue française et la maîtriser. Alors. Absolument. Nous ne voulions pas être le ghetto de Français qui se lamente de ne pas avoir accès au lycée français ou je ne sais quel autre rêve nostalgique. On voulait vraiment à la fois faire partie de cette belle baie de San Francisco qui est tellement intéressante et diverse, et tout en maintenant en fait notre culture et notre langue et il y a un grand nombre de personnes qui sont francophiles dans la baie, donc c'est une belle alliance entre les deux communautés. Et donc tu peux nous parler un petit peu de la région et puis surtout j'ai l'impression que tu sers
plus que la ville de San Francisco. Tu t'éloignes de plus en plus de la ville. Donc, à l'origine, je me suis inspirée d'une association new-yorkaise qui s'appelle Éducation française à New York. Notre association s'appelle Éducation française Bay Area. Donc, c'est le nom que les gens de la baie donnent à la baie de San Francisco. Et le modèle de New York, c'était déjà un modèle multisite. Donc, ce n'était pas juste Manhattan, c'était Manhattan et les 4 autres boroughs de New York. Et donc, moi, j'ai cloné cette association dans la baie de San Francisco. Et évidemment, si je ne l'avais fait qu'à San Francisco, c'est comme si j'avais fait les cours qu'à Manhattan. L'idée d'avoir une association régionale, c'était à la fois une visée pédagogique, d'avoir un programme de qualité et donc forcément à grande échelle, mais aussi de mission. On sait que toutes les familles ne peuvent pas vivre dans la ville de San Francisco. Il y a énormément de familles qui vivent en banlieue et il fallait donc qu'il y ait un programme qui soit proche de là où elles habitent pour que le projet du bilinguisme soit un projet qui logistiquement soit possible et soutenable dans le temps. Et qu'est-ce qui t'a pris finalement à monter cette structure ici? Est-ce qu'il y avait... Tu te souviens du premier jour? Alors, en fait, moi, je viens d'une famille très engagée politiquement et j'ai toujours été engagée sur des causes qui me touchaient. Je crois que ce qui m'a touchée, en fait, quand Christophe Monnier, l'ancien trésorier d'EFNI, m'a parlé de leur association, c'était le fait de découvrir qu'il y avait des milliers d'enfants qui n'avaient pas accès à une école française et qui du coup perdaient le contact avec les grands-parents, avec les cousins, avec la culture qui fait vibrer leurs parents, et ça m'a paru particulièrement triste. Et moi-même, donc j'ai grandi dans une famille bilingue sans accéder ou trilingue, je devrais dire, sans accéder à une école italienne ou de langue espagnole, et mes parents ont mis en place tout un tas de stratégies pour transmettre la langue, et je trouve qu'ils ont fait ils ont obtenu le meilleur résultat possible. J'ai quand même passé les épreuves d'espagnol à Normal Sup, donc sans avoir fait d'espagnol quasiment, sauf au CNED. Donc je trouve qu'ils ont fait le mieux du mieux qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Mais par exemple, ils n'ont pas pu me transmettre l'histoire de l'Argentine, un grand nombre de références littéraires, et ça, je me suis dit, ça fait vraiment partie de l'identité d'une personne, de pouvoir comprendre ces références, et du coup la langue ne suffit pas, et donc il faut bien quand même qu'il y ait un cadre de scolarisation pour qu'il y ait un bilinguisme heureux et disons abouti, pas simplement accidentel. Très bien. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui se passe dans l'école? On peut appeler ça une école? Oui, c'est une école à temps partiel. D'ailleurs, nous sommes accrédités par les autorités scolaires américaines, la Western Association of Schools and Colleges, depuis 2014. Donc nous avons 2 filières. Nous avons une filière pour enfants francophones qui parlent français à la maison, et nous avons une filière pour des enfants dont le français est une langue seconde. Alors ça peut être une langue étrangère, ou ça peut être une langue, disons, minoritaire, qui est tellement peu pratiquée en famille qu'en réalité il faut utiliser la didactique du FLE pour les aider à amorcer l'apprentissage du français. Pour nous situer, tu sers à peu près combien d'élèves? Nous avons 1000 élèves dans la baie, dans nos 3 programmes. Et donc dans l'after school, nous en avons 400, mais nous avons aussi des centres aérés dans 5 villes. Nos after schools sont dans une vingtaine de villes de la baie de San Francisco, et nous avons des programmes culturels aussi. C'est énorme à gérer, j'imagine. C'est une petite PME. Une petite PME, oui, du multilinguisme. Voilà. Parle-nous finalement des contenus. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, on a beaucoup tâtonné parce que les familles, en fait, venaient depuis le regret de ne pas avoir accès à une éducation française. Et donc, quelque part, l'attente de la famille, c'était de réparer cette non-scolarisation à temps plein. Et donc, elle rêvait d'avoir, grosso modo, le socle de l'éducation nationale condensé, et qui pourrait en fait être transmis à leurs élèves. Et on se rend bien compte à l'usage que ça va pas être possible de cette manière-là. Parce que nos élèves en fait ne sont pas déscolarisés, ils sont scolarisés dans d'excellentes écoles publiques monolingue anglais. Donc déjà, il y a un certain nombre de connaissances et d'apprentissage qu'ils font tout à fait dans leur école normale de 8h du matin à 15h.
Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que ils arrivent en fin de journée et donc ils remettent le couvert dans un programme d'after school et donc ils sont fatigués. Donc on peut pas enseigner de la même manière à 15h qu'on enseigne à 8h. Et le troisième aspect, c'est que les enfants ont des parcours totalement divers et donc il va falloir en fait les prendre là où ils sont et les amener vers un niveau, disons, dans lequel ils vont progresser. Donc avec tout ça, on fait des cours en immersion complète. C'est de la pédagogie ludique. Donc les parents ont souvent l'impression que on pousse pas les enfants parce qu'en fait l'image qu'ils ont de l'école, sauf s'ils sont spécialistes de l'école et qui sont enseignants eux-mêmes, etc. C'est qu'en fait l'école en fait doit être comme celle qu'ils ont vécue, celle dont ils se souviennent. Donc ils se souviennent des dictées, ils se souviennent des exercices du bled, etc. Et nous en fait quand on leur explique que l'exercice du bled, déjà c'est plus comme ça qu'on enseigne même en France à temps plein. Mais en plus, on leur montre qu'il y a d'autres techniques qui vont être beaucoup plus efficaces pour faire que les enfants apprennent la grammaire et qui au lieu de un rabâchage machinal qui finalement est très ennuyeux. Et les parents te demandent de faire des dictées ? Alors on nous a demandé de multiples fois de faire des dictées. On nous pose beaucoup la question de la calligraphie. Est-ce que les enfants vont apprendre à écrire sur des cahiers CIS en faisant de la cursive et on leur répond qu'en réalité dans un temps aussi contraint que 3 heures par semaine, ça n'est pas la priorité. En fait, la priorité, ça va être qu'ils apprennent la syntaxe, qu'ils apprennent à lire en français, qu'ils apprennent les sons, et que la calligraphie, c'est très important, ou en tout cas, ça peut être très important dans une famille, mais qu'à ce moment-là, c'est le rôle de la famille de faire des lignes sur la table de la cuisine pendant que les parents préparent à manger. Donc là, tu apportes quelque chose que la famille aurait du mal à apporter aussi, non ? Comment est-ce que tu arrives à distinguer les rôles ? Donc ça, c'est un exemple, bien sûr, de la calligraphie, mais est-ce que... on doit faire alliance avec les familles et on doit leur expliquer que en fait, 27 ou 30 heures de cours à temps plein, ça ne rétrécit pas en 3 heures. Donc, il y a pas de formule magique pour faire un programme qui tient en moins d'heures. Ce qu'on peut faire, c'est apporter, en fait, tout ce que l'école américaine n'apporte pas et ensuite se concentrer sur les fondamentaux. Et le plus important aussi, c'est que les enfants prennent du plaisir, parce que si les enfants ne prennent pas de plaisir dans cet apprentissage, en fait, au bout d'un moment, ils vont se révolter, ou ils vont perdre leur intérêt au moment de la préadolescence, et souvent c'est un moment où les parents baissent les bras, et là, du coup, tous les efforts de 0 à 10 ou 11 ans vont être quasiment éliminés. Et l'autre aspect sur lequel on insiste beaucoup, c'est le fait que c'est un marathon. Et qu'en fait, ça n'a pas d'importance si l'enfant ne maîtrise pas le passé simple à l'âge de 8 ans, parce que même en France, les enfants ne maîtrisent pas le passé simple à l'âge de 8 ans, et que de toute façon, si on le voit à l'âge de 8 ans, on le répétera à l'âge de 10 ans, on le répétera à l'âge de 12 ans, on le répétera à l'âge de 14 ans, et à l'âge de 16 ans, et à l'âge de 20 ans, et que vraiment l'éducation est une spirale dans laquelle on répète, et au bout d'un moment, quand le besoin se fait sentir, l'enfant s'approprie ce besoin, et il devient partie prenante de l'apprentissage, au lieu d'être simplement un vase vide qu'on remplit. Les enfants ont quel âge ? Alors, ils ont entre 5 et 15 ans. Nous sommes dans des écoles publiques. Les écoles publiques en Californie commencent à l'âge de 5 ans, en kindergarten. Donc, nous avons des programmes pour l'after school qui commencent à l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, l'association a 10 ans, donc nous avons des programmes de collège. Nous n'avons pas encore de programme de lycée, mais nous avons une nouvelle cohorte qui arrive tous les ans, donc qui rentre dans le programme. Et nous essayons de retenir au maximum les enfants dans les programmes de collège, en les adaptant pour que en fait on puisse prendre en compte le fait qu'ils ont beaucoup d'autres activités, beaucoup de devoirs, etc. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'où finalement ? Alors moi, je me place dans un principe de subsidiarité. C'est-à-dire que s'il existe des programmes de qualité publics ou privés, il n'y a aucune raison de les concurrencer. Donc notre objectif, ça n'est pas de faire des cours de lycée parce qu'il faut finir jusqu'en 12th grade. Ça va vraiment être dans telle région, parce qu'on est partout dans la baie, donc on est totalement dans une approche localisée. En fait, si à tel endroit il n'y a pas d'offre de français en lycée et que les parents se mobilisent, on sera très content de leur monter avec eux un programme de français. Mais s'il y a un programme de français dans un lycée public, alors notre objectif, c'est d'amener les élèves vers ce lycée. Est-ce que les adultes te demandent de l'aide ? Alors, souvent, dans le couple exogame, dans le couple mixte, le parent exogame, en fait, nous demande d'apprendre le français avec nous.
La didactique du français langue étrangère pour adultes, c'est vraiment différent de la didactique du français langue étrangère pour les enfants. Et en général, on les renvoie vers des partenaires de type Alliance française ou The French Class, qui eux ont fait, enfin